Donc sur cette dernière partie, on a évoqué les freins, on a fait un peu le tour des différents freins, existants. Sur cette partie suivante, comment on pourrait utiliser alors de manière effective les avancées en neurosciences, sans que les enseignants y perdent leur âme? Bah, d'abord, pour s'y retrouver, hein, je pense que les professionnels doivent d'abord s'appuyer sur des connaissances fiables. Ça, c'est le premier point. Et pour que ces connaissances sont fiables, il faut que la neuropédagogie, la neuroéducation aujourd'hui soit une science qui n'échappe pas au filtre de la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'il faut être très vigilant sur la façon dont sont menées les études et comment sont bien évidemment élaborés les résultats. C'est-à-dire il faut être dans cette démarche scientifique, cette formulation d'hypothèses, formulation d'alternatives, formuler des prédictions qui soient testables, ça c'est très important, tester les données tester les prédictions à partir de recueils de données particuliers, observer, expérimenter sur le terrain, ça c'est très important, tirer les conclusions bien évidemment nécessaires, et puis surtout il faut que ces études soient largement publiées, et la publication en matière scientifique, elle obéit à des règles, c'est-à-dire on ne publie pas dans Cerveau et Psycho, je suis désolée, on publie dans des publications internationales qui sont reconnues sur le plan scientifique, et quand on publie en langue anglaise. Voilà, justement pour que la communauté scientifique puisse être au courant de toutes ces connaissances, et qu'il y ait des possibilités de recherche complémentaires par la suite, etc. Donc ça, c'est le premier point. Il faut vraiment être vigilant sur cette neuropédagogie qui pourrait échapper au filtre de la démarche expérimentale. Donc bien vérifier ses sources, première chose. Deuxièmement, je dirais très clairement combattre ce qu'on appelle les neuromythes. On a tous des représentations sur le fonctionnement cérébral, etc. Vérifier ces représentations, vérifier ces connaissances, là aussi, croiser le plus possible les regards, bien faire attention que il y a un certain nombre de choses qui sont remises aujourd'hui en question. Il y a des dogmes qui avaient qui ont eu cours pendant très longtemps et qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Donc, ne pas avoir peur aussi de ces remises en cause. Peut-être aussi pour les professionnels, changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enseigner, c'est peut-être aussi développer, au lieu d'être dans un apport traditionnel de connaissances comme on a pu le connaître pendant longtemps, peut-être développer chez les jeunes davantage leur capacité réflexive. Ça, c'est très important. Utiliser ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire faire comprendre à l'apprenant comment son cerveau fonctionne et comment il apprend. Ça, c'est très important. Et puis apprendre aussi à résister à ces automatismes et à aller au-delà, à savoir les inhiber pour pouvoir passer à autre chose. Il faut aussi que les neurosciences, pour se développer, développent les laboratoires de recherche. Il y a très peu de laboratoires de recherche, notamment en France, où on est les parents pauvres en neurosciences. Dans certains pays, comme au Royaume-Uni ou au Canada, il y a des chaires universitaires en neurosciences. En France, il n'y en a pas. Donc, c'est peut-être des choses dans l'avenir à développer. Et puis aussi faire davantage de liens entre les scientifiques et les professionnels de terrain par la mise en commun d'informations, faire des passerelles entre les scientifiques et les professionnels de terrain. Alors, l'éducation nationale l'a bien compris, puisque en 2013, quand l'éducation nationale crée très clairement les SP,
qui ont pris le relais des IUFM, les SP ont vocation à mettre en relation les étudiants avec les chercheurs. Pour justement, dans leur formation initiale, qu'ils aient accès à ces recherches beaucoup plus facilement. Et puis peut-être dernier point là aussi qui me vient à l'idée, c'est soutenir la culture de l'écrit pour les pratiques de terrain. C'est un secteur qui n'a pas cette culture de l'écrit. Beaucoup de choses sont faites extrêmement intéressantes, sauf que elles ne sont pas portées à la connaissance des autres. C'est un peu dommage. Chacun travaille un peu dans son coin et finalement, quelquefois, on réinvente ce que le voisin a trouvé. C'est un peu dommage, c'est une perte de temps et tout. Et si cette culture de l'écrit était plus présente, ça simplifierait quand même énormément de choses. Donc nous arrivons à la fin de ce temps de formation. Finalement, pour conclure, la pédagogie relève-t-elle d'une science ou plutôt d'un art? Alors je dirais que pour moi, la pédagogie est avant tout un art. Mais un art qui doit reposer sur des savoirs scientifiques étayés, vérifiés, validés, régulièrement mis à jour, avec toutes les connaissances qui tournent autour de la mémorisation, de la compréhension, de l'attention, etc. Aujourd'hui, ces connaissances doivent être largement diffusées, largement explicitées aux enseignants, tant en formation initiale qu'en formation continue. Comment imaginer que celui qui apporte les savoirs aux apprenants soit ignorant dans toute la mécanique qui sous-tend ces apprentissages. C'est impensable. Les neurosciences seront un puissant levier, je pense, contre l'échec scolaire, justement, si elles intègrent toutes ces notions. D'accord. Les neurosciences aujourd'hui, elles ne vont pas changer profondément la donne dans le sens où c'est pas les scientifiques qui vont expliquer à un enseignant comment il doit faire la classe. Mais par contre, les neurosciences vont expliquer à l'enseignant pourquoi, quand il utilise tel outil avec tel apprenant, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est très important. On est vraiment sur un changement de paradigme, d'accord. En éclairant les professionnels sur le comment l'apprenant apprend, c'est le cas de le dire, les neurosciences peuvent nous aider à prendre en charge beaucoup plus facilement tous ces jeunes qui sont pas dans le moule habituel, les élèves qui sont surdoués, qui sont créatifs, que les élèves qui ont des difficultés neurodéveloppementales, etc., en utilisant et en ayant connaissance de toutes ces connaissances, ça permettra à un enseignant de varier sa pédagogie, d'ouvrir ces champs de possibles, et ça c'est très important. Après, les neurosciences ne pourront être délétères, à mon avis, que si malheureusement elles décident de déconstruire toutes les connaissances qui jusque-là ont été le socle commun de tous les pédagogues. Donc il faut arriver à cet équilibre entre justement les sciences cognitives et ce que peuvent apporter les neurosciences à l'éducation. Alors, et après, il y a une chose très, très importante, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est pas les scientifiques forcément qui doivent aller vers les praticiens de terrain. Je pense que on voit bien aujourd'hui que ça a ses limites. Hein. Il y a peu d'études malheureusement qui sont menées et tout, et on le constate tous. Je pense que c'est plutôt aux praticiens de terrain d'aller vers les scientifiques, d'expliquer leurs difficultés au quotidien et de voir avec les scientifiques comment les connaissances qu'ils ont sur tous ces mécanismes sous-jacents, comment les apports qu'ils ont pourraient les aider dans leur pratique quotidienne. Donc là aussi, c'est vraiment un changement de paradigme très très fort.
mais c'est peut-être ce qui démarre avec les SP et le rapprochement des SP des centres universitaires pour mettre en lien les praticiens de terrain et les chercheurs. Donc je pense que c'est dans cette voie qu'il faut aller et qu'il faut continuer à travailler tous ensemble. Voilà. Ce sont sur ces mots que nous terminons cette VOD sur le thème neurosciences et pédagogie, passage du laboratoire à la salle de classe. Après le visionnage de cette VOD, nous vous invitons à poser toutes vos questions sur le fil d'actualité de la plateforme en précisant le nom de l'intervenante et le sujet de l'intervention. Isabelle Breil, je vous remercie pour votre temps et pour vos éclairages. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie donc à toutes et toutes et je vous dis à très bientôt.